Ça, je ne peux pas ne pas l'embrasser. Parfois, il l'embrasse. Nous allons procéder à l'inauguration de la place Claude Bourdet. Serge Biscot, député de Paris, maire du 13e arrondissement, interviendra en introduction. Il sera suivi du général de Boissieu, chancelier de l'Ordre de la Libération. Raymond Amboirac, ancien résistant, interviendra. Bernard Ravenel, président de l'association des Amis de Claude Bourdet, lui succédera. Bertrand Delanoë, maire de Paris, interviendra alors. Enfin, le maire de Paris, accompagné des enfants de Claude Bourdet et de Bernard Ravenel, procéderont au dévoilement de la plaque. Serge Biscot, député de Paris, maire du 13e arrondissement. Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, mon général, mes chers camarades, Mesdames, Messieurs, l'homme à qui la ville de Paris rend aujourd'hui hommage aura tracé à travers le dernier siècle un sillon qui n'est pas prêt de s'effacer. De sa vie de résistant, de journaliste et d'écrivain, je ne parlerai que de sa participation à la résistance de 1940 à 1944. Ce fut sans doute l'étape décisive d'où tout le reste allait découler. Comme vous l'avez rappelé, mon général, quand la guerre commence il a 30 ans, c'est un jeune ingénieur de l'école polytechnique de Zurich, d'une famille connue d'intellectuels. Sa découverte de ce qui se passe en Allemagne, en Italie et en Espagne le conduit vers ces antifascistes, les chrétiens de gauche. Après la débâcle militaire démobilisé, il est convaincu que le combat devrait continuer. Comme bien des jeunes hommes, avertis de l'entreprise du général de Gaulle, il envisage de partir pour Londres, mais des contacts sur la Côte d'Azur l'amènent à choisir la lutte en France. Et c'est la rencontre avec Henri Freinet, en janvier 1941, qui va décider de tout. Le voici d'emblée chef pour les Alpes-Maritimes. Claude Bourdet participe dès lors à ses premiers mois de recherche et d'organisation, et d'abord de recrutement. Il faut trouver des hommes et des femmes ayant au moins une qualité essentielle, le courage de l'esprit et du cœur, ceux qui ne sont pas soumis à l'injustice et inclinés devant l'inéluctable, au moment où un tel comportement constituait la règle. C'est au hasard des relations et des rencontres que se constituent, un peu dans toute la France, ces petits groupes de volontaires qui partagent les mêmes refus et les mêmes espoirs. Cette année 1941 verra ces groupes se chercher, se rencontrer, se connaître. Claude participe pleinement à cette quête, où la rencontre est parfois l'occasion d'une fusion, comme celle des gouttelettes de mercure. Ainsi naît Combat, qui va devenir un des grands journaux clandestins et par là même un des plus importants mouvements de résistance. Au début de 1942, Claude Bourdet quitte la Côte d'Azur, appelé à Lyon par Henri Freinet, qui en fait son principal adjoint et bientôt son successeur. Il est alors un de ces hommes orchestres, bien peu nombreux, qui vont bâtir la résistance en organisant leurs mouvements et en établissant les contacts avec les autres sur la route décisive vers l'unité. L'organisation du mouvement est une tâche bien complexe dans les conditions de la clandestinité
et sous les coups d'une répression de plus en plus active. Il faut diversifier l'action et spécialiser les personnes. Il y a d'abord le journal, pour lequel il faut du papier, des imprimeurs, un réseau de transport et de distribution. Puis le renseignement, destiné aux Alliés et d'abord à la France libre, avec laquelle Jean Moulin assure les liaisons. Pour répondre au coup de la police de Vichy, bientôt annexe de la Gestapo, les groupes francs précèdent et accompagnent la future armée secrète. Je mentionnerai, comme vous l'avez fait, mon général, spécialement le NAP, noyautage des administrations publiques, qui fut l'enfant chéri de Claude, avec le soutien qu'il obtint de Jean Moulin dans l'été 42. C'est en partie grâce au NAP que bien des résistants furent avertis des recherches policières, et c'est grâce à lui qu'au moment de la libération, j'en ai fait personnellement l'expérience, l'administration de Vichy fut remplacée par celle de la Résistance et que la France échappa à l'âme-gotte. Et toutes ces formes d'action, comme bien d'autres, il fallait les organiser sur le terrain, c'est-à-dire dans les régions. Dans le même temps, cette année 42 fut celle de la marche vers l'unité de la résistance. Grâce à son expérience et à son sens politique, Claude Bourdet contribua largement à surmonter les obstacles et à réunir dans les murs, mouvements unis de résistance, l'essentiel des mouvements de la zone sud. En 1943, la résistance change de vitesse. Malgré l'occupation directe de la zone sud par la Wehrmacht et par la Gestapo, le flux unitaire s'étend sur toute la France. Claude Bourdet, laissant dans le Midi Ida, son épouse et leurs enfants, s'installe à Paris. Le départ de Freinet pour Londres fait de lui le responsable de ce qui fut peut-être, et il a contribué à ce qu'il en soit ainsi, le plus important mouvement du pays. À ce titre, il entre au CNR et dans son bureau permanent. Tandis que se développaient les maquis et les commandos de l'action immédiate, la répression devenait de plus en plus active. Les arrestations du général de Lestrin, chef de l'armée secrète, et celles de Jean Moulin posèrent d'énormes problèmes et les relations intérieures de la résistance qui devaient les résoudre furent souvent difficiles. Elles ont parfois servi de prétexte à des journalistes ou même à des historiens pour présenter un tableau peu flatteur. Voici ce qu'en écrivit Claude Bourdet dans L'Aventure incertaine. Je le cite. « Que l'on n'imagine pas les relations intérieures de la résistance comme semées de traquenards. Il s'agissait pour chacun de faire triompher le point de vue qu'il estimait juste et d'assurer la mise en place des responsables qu'il jugeait compétents. Toute personne ayant l'expérience des antagonismes de tendance dans une formation politique ou dans un syndicat me comprendra. Ajoutons que les conditions de la clandestinité, le domaine inexploré dans lequel nous agissions, tout cela rendait les tensions inévitables. Le plus étonnant, c'est que peut-être parce que nous savions que seul l'avenir dirait lequel d'entre nous avait raison, ces antagonismes ne se sont jamais mués en véritable hostilité. Il y avait une amitié qui matelassait les points de friction. Après tout, nous étions sur le même bateau. D'ailleurs, si nous avions eu tendance à nous hypnotiser sur nos conflits intérieurs, l'ennemi serait venu nous rappeler que l'adversaire était ailleurs. » Fin de citation. La préparation de la libération par cet étrange gouvernement clandestin que constituaient ensemble le Comité français d'Alger, le CNR, la délégation générale, s'organisait avec ce mélange de rationalité et d'empirisme qui caractérisait l'armée des ombres. Le 24 mars 1944,
Claude Bourdet était arrêté dans une souricière tendue par la Gestapo, Neuengamme, Sachsenhausen, Buchenwald, telles sont les bornes de cette autre étape au cours de laquelle notre ami consolida cette magistrature d'influence qu'il allait exercer pendant le reste de sa vie. Merci. Claude Bourdet.